Ça vous fait bizarre? Bah moi aussi. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal et on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana. Aujourd'hui la tant attendue vidéo des tops et des flops. C'est donc Ketal Lunette qui va venir aujourd'hui vous raconter un petit peu ce qui s'est passé durant la méta de ce 7.5 qui est bientôt fini. On a beaucoup de spoils qui arrivent, la prochaine vidéo va avoir plus de 40 cartes dedans, autant vous dire que c'est beaucoup trop. Mais toujours est-il que nous avons toute cette méta un peu à regarder et donc je rappelle un peu le principe de cette vidéo de top et flop, c'est de regarder par rapport à la vidéo des 12 cartes à surveiller. S'il y a des cartes que j'avais mises dans ces 12 cartes à surveiller qui finalement sont des flops, finalement ne sont pas si fortes que ça, et à l'inverse, si des cartes que j'avais pas mises dedans volontairement ou pas, sont finalement des tops. Et pour commencer de manière très simple, on va tout de suite adresser l'éléphant dans le couloir avec le Prince Naveen, évidemment, pour 4 on en crabe, 3-3 de l'or, qui a la capacité de chanter une chanson, ou plutôt de jouer gratuitement une chanson, coûtant 6 ou moins quand il rentre en jeu. Il est Méloman 6, et évidemment c'est un top de toute façon, je l'avais dit dans la vidéo précédente, mais bon, il y a des moments, il faut mettre un peu des cartes trollesques ou des choix un peu bizarres, sinon c'est plus compliqué de faire cette vidéo là après. Bon, vous allez voir qu'au final, dans les autres couleurs, il y avait un paquet de cartes que j'avais mises et qui n'y seront pas au final. Mais donc Prince Naveen, un énorme top de cette méta, j'avais raison sur un point sur deux, le premier point où j'avais dit que la carte serait testée en x2 au début du méta, c'était plutôt vrai, la plupart des decks le jouent en x2. Et j'avais dit qu'il finirait par être en x0, finalement c'est resté en x4. Bon, on peut pas avoir juste partout au bout d'un moment. Mais Prince Naveen vraiment très fort pour la simple raison qu'en fait, Embrassier avait toujours un problème, Silksong en général avait toujours un problème, c'est que si jamais il n'avait pas de chanteur à 5 pour chanter son rêve bleu, il avait de vrais problèmes de cartes potentiellement dans la partie. D'autant plus si jamais il n'arrive pas à faire sa réponse, ça veut dire qu'il devait chanter forcément son rêve bleu pour avoir de la pioche, et s'il n'avait pas de quoi le chanter, bah du coup c'était la galère. Ici, Prince Naveen, l'avantage, c'est que si on a soit Rêve Bleu, soit Prince Naveen en main, il suffit de piocher le deuxième et pouf, instantanément, c'est rentabilisé. On a un Rêve Bleu avec en même temps une 3-3 de l'or sur le board qui va pouvoir permettre d'avancer dans la partie. Les decks embrassiers qui de manière générale sont beaucoup plus orientés sur de l'aggro soutenu, du rush soutenu, plutôt que de vraiment de la gestion sur le long terme, c'est-à-dire qu'en général, ça va être des decks avec quand même pas mal de personnages à 2 de l'or, qui vont être là pour faire leur taf de l'horreur, justement, d'avoir un board établi tout en gérant le board adverse, pour qu'au moment où on fasse le rêve bleu, bah, l'adversaire n'ait pas de board et nous aussi, comme ça on peut faire plein de points d'un coup, et même s'il fait un reset derrière, on peut repartir avec plein de personnages à 2 de l'or. Donc Prince Naveen, vraiment carte très importante, qui peut chanter plein de chansons, qui peut faire plein de choses très intéressantes. Et son petit 3-3 de l'or est vraiment très bien, parce que en fait le 3-10 lui permet de résister aux différents trucs qui mettent 2 dégâts dans la méta. Et son 3 d'attaque fait qu'à part bloc de glace, il n'y a que Medusa qui peut le gérer, pas de brawl, pas de Sissou à 3, ou en tout cas très difficile à utiliser comme ça. Et sans bloc de glace, pareil, la grosse Sissou à 8 ne peut pas le gérer, donc il pourra faire ses 2 de l'or au moins une fois tranquille en général. Naveen, très bonne carte, bonne stat, et donc bah il faut être honnête, clairement c'est un des tops de ce set, de très loin. En parlant de top, une carte que j'avais complètement sous-estimée en vrai à l'époque, et après l'avoir testée, maintenant je peux presque plus jouer sans tellement elle est super intéressante. Là, Elsa 5ème esprit pour 5 de 5 1 de l'or qui est à la fois charge, à la fois insaisissable, mais en plus quand vous jouez ce personnage, vous choisissez un personnage adverse et on l'épuise. Et en fait, c'est un véritable chasseur de Diablo. Et de manière générale, une chasseuse de cartes insaisissables qui va être très efficace. Le fait d'être 2-5, c'est peut-être des stats qui sont pas si folles, mais ça veut dire qu'elle peut vraiment gérer un gros paquet d'insaisissables forts dans la méta, tout en restant en vie derrière, sans être banni. Normalement, insaisissable, on aime bien les personnages qui ont du lore, mais ici, c'est vraiment plus un mot-clé offensif, et au pire, elle fera un de lore petit à petit. Les deux d'attaque, les deux de force, oui, qui sont un peu un défaut dans la méta, mais pas si grave, parce que certes, 2 de force dans la méta, c'est un peu gênant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous gérer du côté des decks bleu-rouge, mais en même temps, 5 de vie, ça nous met plus tranquille par rapport à d'autres aspects de ce genre de problème, c'est-à-dire que les decks embrassiers, etc. vont un plus mal le gérer, il faut claquer un Zeus, c'est un peu compliqué. Et l'autre avantage aussi, c'est que bien que ce soit un personnage qui est 2 de force, bah, si l'adversaire balance un brawl dessus, une bagarre dessus, bah, ça veut dire quand même qu'il passe une partie de son tour à rien faire d'autre, et vu que ça arrive un peu tard dans la partie, ça peut être sympa. Bon, son vrai gros problème à la limite, ça va être la 6 ou la 8, qui elle, clairement, si elle arrive en inter, c'est une catastrophe. Mais justement, cette Elsa peut gérer les 6 ou à 3 adverses, et donc empêcher que la terre arrive trop vite.
Donc non, vraiment une carte incroyable, d'autant plus qu'elle peut aussi incliner un personnage adverse pour que ce soit un autre personnage qu'elle a géré, d'autant plus qu'elle peut comboter avec des crabes pour pouvoir être boosté en attaque et aller gérer d'autres trucs plus embêtants en face. De manière générale, être charge et ancrable, c'est vraiment très fort dans l'Orcana, et Elsa est un autre exemple que être charge tout en étant ancrable, c'est très fort de base. On enchaîne avec une carte qui est littéralement peut-être la meilleure carte de la méta, ou en tout cas une des cartes qui a le plus divisé, enfin pas le divisé, mais le plus fait ses preuves, d'autant plus que c'est une légendaire, et c'est donc la légendaire la plus chère du set, très clairement. Clarabelle au sabot léger pour 7 ancrables, 5-6 de l'or, alter 5, et donc on peut l'alter sur la Clarabelle à 1, qui peut en plus gérer des objets, donc c'est parfait, ça fait que c'est une carte très versatile, la carte à 1, qui peut devenir une carte très forte en faisant un alter avec la carte à 7. On a aussi la Clarabelle à 3, dont je suis moins fan de manière générale, parce que en vert, en général, on a tendance soit à défausser des cartes de l'anime adverse, et si on joue avec vert-violet, donc avec le module mime, etc., on va même remonter des cartes à nous en main, donc avoir moins de cartes que l'adversaire va être très souvent présent dans la partie, et donc la carte est plus dure à rentabiliser. Mais clairement, cette Clarabelle au sabot léger, sa capacité, c'est en fin de tour, et ça qui est vraiment la carte ultra forte, c'est que à la fin de votre tour, vous choisissez un adversaire, s'il a plus de cartes en main que vous piochez pour en avoir autant que lui. C'est pas juste en entrant en jeu, c'est à chaque tour que ça va se faire. Et vu que c'est en fin de tour, vous avez le temps de vider votre main pour vous refaire une main et ainsi de suite. Si cette Clarabelle n'est pas gérée, ça peut être une catastrophe pour l'adversaire. Et derrière, 5 d'attaque, 6 de force, ça veut dire qu'elle résiste à 2, ça veut dire qu'elle résiste à quasiment tous les trucs qui permettraient de la gérer. Elle trade même Maui. Même si Maui vient l'attaquer, Maui va être banni aussi. Donc très intéressant à ce niveau-là aussi. Donc clairement, Clarabelle est une excellente carte, 2 de l'or derrière. Donc elle peut faire un petit peu de points durant la partie, en plus de vous donner énormément de cartes. Donc clairement, Clarabelle, carte de fou, très bonne carte. Peut-être même pour moi la meilleure carte de ce set, je pense. En tout cas, celle qui a le plus de chances de rester à l'avenir et de créer de nouveaux archétypes. De très loin. On enchaîne avec Saphir et non pas Ruby, parce qu'en Ruby, il n'y avait pas vraiment de cartes qui ont impacté ce set. Il n'y a pas de très bonnes cartes en Ruby dans ce set, pour être honnête. Vous allez voir qu'il y aura plus de flop que de top en Ruby, très clairement. Mais donc, on a le fameux Typo pour 2 ancrables, 1 de 1 de l'or. Quand vous jouez ce personnage, vous pouvez placer une carte de votre main dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. Et au début, quand je l'avais vu, je pensais que ça serait moins joué que Mickey Détective, par exemple, parce que vu que la carte vient de la main, ça crée ça crée pas de carte d'avantage, on va dire. Mickey Détective, lui, coûte peut-être plus cher et non ancrable, mais l'avantage c'est que la carte venant du dessus du deck, eh bien, vous n'avez pas à dépenser de cartes de votre main. Mais Typo a 2 avantages majeurs, enfin même 3 avantages majeurs par rapport à Mickey. Bon, premièrement, il est ancrable, ça change beaucoup de choses, ça veut dire que, en arrivé au moment où vous avez beaucoup d'encre, et pas besoin de faire ses capacités, vous pouvez le jouer pour 2, faire rien du tout, ou juste l'ancrer, ou voilà, vous pouvez vous en servir autrement. Deuxième avantage, c'est que la carte, vous la choisissez Mickey. Le problème, c'est qu'on peut mettre des fois des cartes très importantes pour un match-up en encre, sans le savoir. Genre, on peut mettre des sous-fétiches ou des cartes voilà, qui sont peu d'exemplaires. Et c'est le genre de cartes où c'est très important de savoir combien il en reste dans le deck pour savoir quel plan de jeu on peut adopter. Avec Mickey, on peut perdre cette information-là. Avec Typo, vous savez ce que vous mettez en encre. Même avantage supplémentaire, vous pouvez mettre des cartes non ancrables en encre. Et ça, c'est un vrai bonus parce que bah voilà, justement Typo, vous avez une main pas folle, et bah il va vraiment rendre votre main beaucoup plus safe parce que lui-même va partir en personnage, va être tranquille. Mais d'ailleurs, il peut vous permettre de mettre une non ancrable en encre et de pouvoir continuer la partie ensuite. Donc un avantage de plus. Et le dernier gros avantage, c'est que Typo arrivant au tour 2, non seulement, bon, il pourra chanter je vole, mais ça c'est anecdotique, ce qui est très fort, surtout c'est que ça veut dire qu'en mettant une encre plus au tour 2, vous avez 3 encres au tour 2, et arrivé au tour 3, vous pouvez avoir 4 d'encre. Et donc dès le tour 3, vous pouvez commencer à jouer soit Flavorsham pour vous refaire de la main en cassant peut-être justement une plume en forme d'arrêt, non, en cassant plutôt, pardon, une glace à l'eau que vous auriez joué au tour 1. Soit vous allez jouer Flavorsham, soit vous allez jouer plutôt Grand-Mère Thala pour continuer à cycler votre deck, à prendre les bonnes cartes dans votre main, et plus tard peut-être chanter Bleu Lumière. Bref, dans tous les cas, que des bonnes options au tour 4 avec ce deck, et donc Typo permet de l'avoir très tôt. Flavorsham arrive au T3, à moins de jouer Bagarre, c'est très dur à gérer. Donc vraiment, Typo, excellente carte, bien meilleure que ce que je pensais. Et je vais casser une règle que je me mets d'habitude dans les top et flop, qui est de prendre un top de chaque encre possible, enfin 5 tops de différentes encres et 5 flops de différentes encres. Et bien ici, vu qu'en acier, j'avais pas grand chose à vraiment mettre en top, j'aurais pu mettre prof au pire, mais bon, c'est pas vraiment un si gros top que ça. Et bien du coup, je vais plutôt mettre une deuxième carte Saphir, parce que clairement, Vision de l'avenir méritait aussi sa place en top. Typo, il est rentré dans tous les decks bleus en x4, et Vision de l'avenir a fait relativement la même chose
on se disait que ouais, c'est quand même sympa, mais ça coûte un peu plus cher que développer ton cerveau, donc est-ce que ça va être si bien que ça? Mais en vrai, les decks Saphir, que ce soit Saphir, Améthyste, Saphir, Acier ou Saphir Rubis, dans tous les cas, ont clairement la tempo et l'encre nécessaires en général pour pouvoir jouer ce genre de cartes et vraiment avoir le choix de choisir une carte parmi 5. Ça permet non seulement de cycler très vite son deck et donc de voir plus de cartes différentes, genre si vous cherchez absolument un Flavorsham, bah soit vous allez l'avoir dans les 5 premières cartes, soit les 5 cartes vont aller en dessous de votre deck, enfin 4 sur 5 en l'occurrence, et vous avez plus de chances de piocher votre Flavorsham rapidement derrière. Donc, Vision de l'avenir permet de creuser son deck, de voir les solutions arriver plus vite, et ça c'est vraiment très très fort. Il permet de choper la bonne carte au bon moment, ou d'accélérer, entre guillemets, votre cyclage de deck. Dans tous les cas, c'est une carte très forte qui a été jouée évidemment dans tous les decks du genre aussi, en beaucoup d'exemplaires. Vraiment excellente carte, rien à dire là-dessus, elle mérite clairement sa place en top. Donc voilà pour les tops. Maintenant au niveau des flops, donc là c'est les cartes qu'on avait prévues dans la vidéo des 12 cartes à surveiller et qui finalement n'ont pas percé tant que ça. Le premier que j'avais mis à la place de Naveen, un peu en mode ah j'aimerais bien quand même que ça fasse des choses, c'est le cœur du dictateur de l'arène. Alors, il y a des decks qui s'en servent, attention, il y a des decks qui s'en servent, il y a même des decks qui ont fait des résultats ok tiers qui s'en servent, mais pas vraiment des decks qui ont fait top. C'est pour ça que je considère que cette carte est un flop. Pour 2 ancrables, non seulement c'est au début de vos tours, vous avez une princesse ou une reine, vous gagnez un de l'or, mais en plus, vous pouvez l'incliner et payer 2, et vous révélez la carte du dessus de votre pioche, et si c'est une princesse ou une reine, vous la mettez en main. Et donc, en nombre où il y a déjà énormément de princesses et de reines qui sont très très fortes, c'est déjà très sympa de base, mais du coup, ça peut permettre de faire un moteur de pioche et de l'or dans n'importe quel deck qui joue un minimum d'ambre avec des princesses, des reines, tout ça, tout ça. Donc à mes yeux, il y avait un vrai vivier pour cette carte. Le problème, c'est que les decks qui vont jouer cette carte-là, ça risque d'être le seul objet. Et en fait, dans la méta actuelle, vu que bleu a du pet objet, que vert a du pet objet, que gris a du pet objet, jouer qu'un seul objet en 3 exemplaires, par exemple, c'est souvent trop risqué. Parce qu'on va avoir souvent l'objet en jeu, au moment où l'adversaire va avoir le pet objet en jeu, vous allez être dégoûté. Ou alors, après la première partie, l'adversaire va regarder ses pet objets en prévision. Et vu que c'est le seul objet, vous risquez de ne pas l'avoir en jeu. Et souvent vous avez envie, quand vous avez le deuxième, de ne pas le mettre en jeu, et en fait peut-être qu'il faudrait, etc. Bref, c'est assez dur à jouer. Ça ne fait pas gagner de tempo instantanément, ça ne permet pas de gérer le board, et en ambre, on a souvent besoin de gestion de board parce qu'on n'en a pas beaucoup de base en ambre, justement, donc perdre du temps là-dessus, ça peut être dangereux. Donc, malheureusement, le cœur du dictateur de l'arène est pas assez bon pour être si efficace que ça. Je continue de bien aimer la carte, et peut-être qu'un jour, encore une fois, il y aura des decks qui s'en serviront bien, mais il faudra des decks capables de prendre la tempo dans la partie. Et ensuite, une fois qu'on a la tempo, de prendre un tout petit peu de temps, une fois qu'on a le board, pour poser ça, afin de faire du lore et de la pioche pour la fin de la partie. Je pense que c'est le meilleur moyen de jouer cette carte. Le miroir du prince Jean en émeraude pour 3 ancrables, un objet donc qui coûte moins cher si vous avez un prince Jean en jeu, mais ça c'est anecdotique. Ce qui était surtout intéressant, c'est qu'à la fin du tour de chaque adversaire, s'il a plus de 3 cartes en main, il défausse ses cartes jusqu'à en avoir 3 en main. Alors, j'avais dit que clairement c'est pas une carte pour un deck défausse, mais ça peut être une carte intéressante si vous arrivez à le jouer vite, pour forcer l'adversaire à perdre beaucoup de cartes en main, et après peut-être faire des trucs sympatoches, ou en tout cas vous assurer que l'adversaire a toujours peu de solutions en main, qu'à chaque fin de tour, il doit faire attention à son nombre de cartes en main. Bon, dans les faits, c'est une carte qui est très forte contre les decks qui jouent Rêve Bleu, mais en fait les gens qui jouent Rêve Bleu souvent ont les moyens de jouer plus de cartes d'affilée, donc finalement ça sert pas tant que ça. Vous perdez beaucoup de tempo avec cette carte, parce que encore une fois, objet à 3, donc vous faites rien d'autre de vos 3 encres. Et jouer ça au tour 3, c'est même pas sûr que l'adversaire perde tant de cartes que ça. C'est justement ce dont je parlais un peu, c'est qu'il y avait peut-être un spot pour que ça soit joué, mais c'était vraiment pas sûr, et au final, non. Il n'y a pas eu de spot, il y a le Chromicom d'Emeraude qui, lui, encore a été joué quelques fois en quelques exemplaires dans le deck qui ont fait top. Mais malheureusement, le miroir du prince Jean, lui, n'a jamais été joué, n'a jamais été envisagé vraiment tant que ça, donc malheureusement, pas du tout un top, et donc un bon gros flop pour lui. En rubis, Gaston du chic et de la prestance, je pensais qu'il serait quand même un peu joué, parce que avoir des personnages avec quelques dégâts sur lui, ça se fait en vrai. Je pensais qu'en rouge-bleu ça pourrait être joué un peu, ou dans d'autres decks du genre, mais au final non. Au final, Gaston, 9 non ancrables, 10, 6, 2 de l'or, qui coûte 2 de moins per personnage, qui a un jeton de dommage sur lui, et qui a charge, c'était vraiment le gros avantage, c'est qu'il pouvait casser des lieux très facilement. En fait, non seulement il y a moins de lieux dans la méta, mais en plus de ça, en bleu-rouge, en fait, on a tellement de gestion de manière générale qu'on va jamais avoir de personnages blessés, ou très très peu souvent, parce qu'on va jamais partir attaquer les personnages adverses. En général, on les gère avec nos propres personnages, et les autres personnages partent à l'aventure. Et l'adversaire, optimisant ses trades, en général, on n'a pas de personnages blessés durant son tour. Donc Gaston, non, c'est pas si fort que ça, tristement. Ça rentre pas, peut-être dans un deck jaune-rouge un jour, avec des personnages blessés. Mais même comme ça,
Je doute parce que ça voudrait dire qu'il faut avoir 2 personnages blessés pour qu'ils coûtent seulement 5. Après, pour ça qu'une D6 2 de l'or charge, c'est incroyable, hein, ça c'est vraiment très très fort. C'est ultra embêtant à gérer. Mais il faut du soin, il faut des choses derrière, donc bon, mitigé sur la carte, malheureusement elle n'a pas trouvé sa place. Je reste quand même pas pessimiste dans le sens que peut-être ça pourrait être joué un jour. Voilà, ça, je me dis ça me choquerait pas. Alors ça par contre c'est un bon gros flop parce que je pensais vraiment que la carte serait jouée et elle vraiment ça m'a surpris de fou de voir que ce serait pas joué. Le Merlin en saphir pour 6 non ancrables, 3-7 de l'or. En alter 5 si vous le jouez grâce à alter, vous pouvez chercher une carte dans votre pioche et la placer dans votre main. Je pensais vraiment qu'en bleu-violet ça serait joué parce qu'on a beaucoup de Merlin et du coup on peut l'alter sur des Merlins. Derrière c'est une 3-7, c'est des plutôt bonnes stats. Bon, évidemment, Médusa, tout ça. Mais c'est des plutôt bonnes stats, et je me disais que ce serait vraiment fort de pouvoir aller chercher des solutions dans son deck au moment précis. Et en fait, j'ai l'impression que le problème, c'est que bon, déjà, la terre est un peu chère, hein, la carte coûte 10 de base, mais du coup, là, c'est un alter 5, donc c'est un peu cher à ce niveau-là. Et en fait, le problème, c'est que, bah, en bleu, il n'y a pas assez de toolbox, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de cartes qui permettent de gérer différentes situations. Le jour où on a un reset en bleu, Merlin pourrait enfin vraiment Merlin en bleu-violet avec un reset à côté pourrait être grandement utilisé, comme ça tu mets dans ton deck genre 2 Hades, 2 cachez-vous et plusieurs resets, et comme ça ton Merlin il va chercher la carte que tu as besoin au moment où tu as besoin. Si tu as besoin du reset tu vas chercher ça, si tu as besoin de péter un objet tu vas chercher cachez-vous, si tu as besoin de péter un personnage tu vas chercher Hades, et ainsi de suite. Mais là tel quel, bah malheureusement c'est pas assez fort, et même si jamais on pourrait s'en servir pour le mettre sur des alters de Merlin qui sont sympas, bah c'est pas assez bon dans la méta pour être joué. Ça fait pas assez de tempo, ça fait pas assez de valeur, entre guillemets. Et du coup, assez surprenamment, le tutor dans l'Orcana n'est pas si joué que ça parce que ça demande de la tempo. Dommage. Et la dernière carte qui fait un bon gros flop, bon pareil, hein, en acier, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, hein, j'avais mis Pat et Simba. Et bah malheureusement, le fameux Simba, fils de Mufasa, pour 6 ancrables 3-5-1 de l'or, alter 4. Quand on joue ce personnage, on peut choisir un objet ou un lieu et le bannir. Je me disais que peut-être en violet gris on pourrait essayer de le bounce, mais bon, le problème c'est que même s'il peut bannir des lieux, en fait le problème c'est que beaucoup de cartes que j'estimais pas mauvaises parce qu'elles permettaient de chercher des solutions contre les lieux ou de bannir des lieux, bah les lieux ont tellement diminué dans la méta, il y a tellement moins de decks qui en jouent de manière générale, alors un petit peu en vert-violet et beaucoup plus en rouge-violet, mais là tel quel, bah ouais non c'est assez compliqué de mettre des cartes qui bannissent les lieux parce que c'est pas si utile que ça en général. Et derrière ça, bah en fait, tour 6, avoir une 3-5-1 de l'or, c'est vraiment une catastrophe. On préférera 1000 fois la bête qui, bien que non alter, excusez-moi, est 5-5 de d'or pour 1 de moins. C'est vachement meilleur, certes elle gère pas les lieux, mais elle gère les objets quand même. Et le problème aussi, c'est que le côté alter pouvait être intéressant avec la fée bleue par exemple, mais malheureusement, on a d'autres alter 6 bien meilleurs comme Clochette. Et surtout, la fée bleue n'est plus jouable dans la méta actuelle à cause de l'omniprésence de gestion qui peuvent la massacrer, comme le sont les Diablos, les Bagarres, les 6 à 3, etc., etc. Donc, voilà le petit tour des tops et des flops. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Là, on va rentrer dans la grosse phase de spoil de cartes, et donc ça va être plutôt violent. À savoir que là, donc, je sors cette vidéo le lundi, donc demain soir, mardi soir, on a le mardi méta. On va parler de tout ce qui s'est passé comme tournoi récemment, du gros Lorca Quest, on a beaucoup de jolies stats à vous montrer, comme d'habitude, des petits visuels hein, qui sont très sympas maintenant. On pourra en parler, j'espère qu'on aura la chance de pouvoir interviewer le vainqueur. Je lui ai envoyé un message, je sais, on n'a pas encore répondu au moment où je crée cette vidéo, donc écoutez, on verra ça, pas de soucis. Mais la chose importante surtout, c'est qu'il y aura donc une vidéo d'analyse des spoils en fin de semaine, et il se peut que je vous révèle moi-même 2 cartes que Ravensburger a bien voulu me passer pour que je vous les présente. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de petites présentations de cartes en direct, et donc c'est pour ça que vendredi, à midi, en première, c'est-à-dire qu'il y aura le chat et on pourra réagir en première à la vidéo des 40 plus cartes analysées. Ça va être long, je vous préviens, je m'en excuse d'avance. Mais à la fin de cette vidéo, ça vaudra le coup parce qu'on aura 2 nouvelles cartes à analyser. Il y a des trucs rigolos à dire dessus. Donc, j'espère que ça vous intéressera. J'espère que vous serez nombreux à être présents vendredi en première. J'espère que vous serez nombreux, évidemment, mardi pour la fameuse émission Mardi Méta. Et vous inquiétez pas, peut-être d'autres annonces qui arrivent incessamment sous peu pour d'autres projets. Petite parenthèse rapide, mais malheureusement le quiz, je crois que j'ai aucune solution pour voir la deuxième partie bien, donc encore une fois je m'en excuse sincèrement. La prochaine fois, on n'aura pas de pépin technique et ça se passera beaucoup mieux. Et il y aura une prochaine fois, ne vous en faites pas, c'est dans les bacs. Je vous annoncerai les dates, tout ça, quand je serai plus sûr de comment on va organiser tout ça. Sur ce, de mon côté, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour tout le contenu qui nous attend. Ciao tout le monde.
On est à seulement 2 jours de la sortie officielle du 7RT, à 10 jours du Lorcana Challenge. Alila perd son paroxysme, j'espère que vous êtes